Ce podcast est né de nuits secouées, de moments de doute, de réflexions perdues, et pourtant, elle résiste, cette étincelle. Et si on la faisait rayonner ensemble? Ici, nous parlerons sans filtre, sans masque, avec le cœur grand ouvert. Bienvenue dans cet espace de lumière. Bonjour à tout le monde, bonjour Christelle, bonjour Antonella. Bonjour Antonella. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour pouvoir partager ton histoire. On va commencer avec une petite question. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu en as envie? Alors tu parles de la femme ou de mon job? C'est toi qui décides. Alors, moi c'est Christelle, j'ai 52 ans. Je suis une femme hypersensible qui est essentiellement portée sur l'humain depuis toujours. Voilà. Je ne sais pas ce que tu veux savoir d'autre, ce que tu auras envie de me dire. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Que je suis quelqu'un, donc c'est un exercice qui est extrêmement difficile aujourd'hui pour moi parce que je n'ai pas du tout l'habitude de parler de moi, mais plutôt d'entendre les gens, de les écouter, de les ressentir. Et donc, je pense que ça m'est peut-être jamais arrivé de parler de moi de cette façon. C'est une chose et donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais j'avais envie de tenter le coup et d'oser un petit peu cet exercice, donc voilà. Mais je suis quelqu'un vraiment d'hypersensible, qui ressent beaucoup les choses, qui vit, qui aime la nature, qui aime cuisiner, qui aime les choses simples de la vie. C'est déjà très joli, merci Christelle. Du coup, je vais enchaîner avec la fameuse question phare. Si tu devais te présenter, non pas par qui tu es, ni ce que tu fais, mais par... Par ce que tu ressens aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est très compliqué aujourd'hui, hein, d'accord. Mais qu'est-ce que je ressens? Je sens que je vis beaucoup. Je sens que j'ose aujourd'hui. Je sens de la gratitude pour votre venue. Je ne suis pas sûre que vous avez bien fait de venir et les autres choisir. Merci. Bien sûr. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que votre émission, c'est de l'ombre à la lumière. Et moi, je suis quelqu'un de très, très, très introverti et j'ai toujours aimé travailler dans l'ombre. J'aime accompagner les gens, mais dans l'ombre. Et donc, c'est très marrant que vous soyez venu à moi, avec en plus le nom de cette émission. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la Oui, vie. bien sûr. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être le moment, après avoir autant écouté les histoires des autres, que c'était peut-être le moment de partager ton histoire. Et je suis convaincue que chaque histoire a quelque chose à apporter. Donc voilà, vraiment, encore un tout grand merci d'oser, parce que c'est pas toujours facile. Histoire d'avoir un petit, de remonter un peu dans le temps pour un peu mieux comprendre la personne que tu es devenue aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous expliquer le contexte familial dans lequel tu as grandi, dans lequel tu as vécu? C'est maintenant qu'on sort le mouchoir. Exactement. Alors moi, j'ai eu une enfance vraiment très compliquée. Déjà, je viens de 2 parents qui étaient très jeunes et donc ils n'avaient pas envie d'avoir un enfant à l'âge où ils l'ont eu. Donc ils se sont rencontrés, ils ont couché la première fois ensemble et je suis arrivée. Donc c'était une très mauvaise surprise et je pense que ma mère est tombée dans une dépression suite à ça, donc elle ne me voulait pas. Donc ça a été un débat, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la garde pas? Puis finalement, mes grands-parents ont voulu me prendre, mais à l'accouchement, ma mère a changé d'avis. Et donc du coup, ils m'ont gardée, mais ça a été quelque chose de très compliqué parce que je pense qu'elle m'en a voulu et donc elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Pendant très, très, très longtemps, jusqu'à ce que mes parents divorcent. Et donc quand ils ont divorcé, on est partis vivre avec mon papa à Strasbourg, où là, c'était incroyable parce qu'on vivait apaisés, on était vraiment, on avait retrouvé un équilibre avec mon papa parce que pendant des années avant, mes parents s'engueulaient, mais quand je dis s'engueulaient, c'est s'entretuaient. Et donc on est partis là et on avait vraiment, donc j'ai 2 frères aussi qui sont beaucoup plus jeunes que moi et donc là-bas, on était apaisés. Sauf qu'1 an et demi après, mon papa fait une crise d'asthme et donc il meurt dans mes bras,
suite à une rupture d'anévrisme. Et tu avais ton âge? 14 ans et demi. Et ce jour-là, en fait, les ambulanciers, quand ils ont essayé de le réanimer, ont demandé, parce que ça faisait la 2e fois qu'ils le perdaient, si on continuait la réanimation ou si on le laissait partir. Et donc du coup, à 14 ans et demi, moi je savais pas trop quoi faire. J'avais 2 petits frères dans les chambres et j'osais pas faire trop de bruit, donc j'ai fait doucement, on va les réveiller. Et donc finalement, en réfléchissant à un minimum, je me dis: «Ah» parce que l'ambulancier m'avait expliqué que, si on réanimait mon papa, ça allait être une plante puisqu'il avait, manqué d'oxygène. Et donc je me suis dit: «Ah papa, plante», c'était quelqu'un qui était hyper actif. Et donc je me suis dit: «Bah non, laissez-le partir». Sauf que je pense que ma grand-mère, donc sa maman à lui, m'en a voulu. Et donc pendant des années, je l'ai un peu entendu, en Te le disant: «Bah, c'est de reprocher. ta faute, s'il est mort», donc voilà. Mmh. Et donc on est revenu vivre avec, ma mère à qui, ça n'allait vraiment pas et qui en plus était un pédophile alcoolique et drogué. La totale. Et donc, un jour que j'en avais vraiment très marre, je suis partie pour me suicider. Et donc toujours c'était 14 ans et demi, un peu plus tard, quoi. Et je voulais sauter du fort de nuit. Je sais pas si vous voyez? Waouh, ouais, là, je vois très bien. Je ne suis même pas sûre que si j'avais sauté du fort de Will, je serais peut-être à pied cassé, je ne sais même pas si je me serais, tuée. Mais bref, c'était l'idée. Et on habitait Bénard, donc je rentre dans le bus et en m'asseyant par hasard, et je mets «par hasard» entre guillemets, Mmh. se trouve le livre du Petit Prince en dessous de mes fesses. Ouh là! Et donc, je l'ouvre par hasard et je tombe sur le moment où il rencontre le renard Oh. et où il dit qu'il veut créer des liens. Et donc là, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, quoi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se suicider?» Et donc du coup, je crois que j'ai réfléchi 10 secondes, 20 secondes, j'en sais rien. Tout s'arrête et je me dis: «Bah non, peut-être que finalement, je vais peut-être pas faire ça». Et donc je sors, du bus, je prends le bus dans le sens inverse, je rentre chez moi, je prends quelques affaires et je pars dans la rue. Et donc ce livre, je me suis rendu compte que c'était un Aussi. un signe et quelque chose de puissant parce que finalement, il avait changé ma destinée. Mmh. Et tout au long des moments où je lisais des passages avec d'autres personnes et cetera, je les voyais qu'elles étaient touchées aussi. Et donc je pense que cette histoire-là, ce jour-là, j'ai su que ma mission de vie, c'était d'accompagner les gens. Je savais pas encore comment, je savais que j'allais créer du lien et je pense que le fil rouge de toutes mes activités depuis des années, c'est ça, c'est créer du lien entre les gens. Je vous l'avais dit. D'accord. Je rappelle aussi que nous ne connaissons pas les histoires de personnes à l'avance, qu'on apprend en même temps que les personnes qui nous écoutent, les histoires. Donc nous-mêmes, voilà, moi-même, je suis hypersensible à la base, donc on va essayer de pas pleurer toutes les 5 minutes aussi, Anaïs. Sincèrement. Waouh! Mais voilà, c'est très touchant, c'est très profond ce que tu nous racontes. C'est de nouveau très authentique parce que c'est ton histoire. Voilà. Moi, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de souligner. Hem, Cette lucidité à 14 ans, de prendre cette décision, de ne pas essayer de réanimer ton papa en se rendant compte des conséquences. Moi, ça me scotche. Parce que j'ai dû prendre la même décision, mais j'avais 24 ans. Donc c'est pas pareil, c'est 10 ans de plus et c'était déjà compliqué au Moyen Âge. Je me dis à 14 ans, je veux dire la réflexion de pouvoir se dire que, bah, même si mon papa «vit» entre guillemets, mais en tant que plante, ce n'est pas la entre de nouveaux guillemets, «la bonne décision» à ce moment-là. Et c'est tellement lourd à porter comme décision et en plus avoir dû vivre les reproches de la famille derrière, moi j'ai dit chapeau. Parce que je pense que c'est une décision qui nous hante toute notre vie, d'une certaine façon. Mais en plus avoir dû avoir les reproches des autres alors que c'est pas une décision facile à prendre. C'est waouh!
Moi, j'admire franchement cette lucidité et d'avoir, pris ces décisions à ce moment-là. Cool, bah, merci. Ouais. De rien. Merci à toi pour ton histoire. Hem, J'aimerais bien aussi, rebondir sur Le Petit Prince. C'est un livre qui me parle énormément et je pense qu'il parle à énormément de Ouais. personnes. C'est un peu un livre, je vais pas dire, sacré, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Tu dis qu'à ce moment-là, tu as découvert, ou tu penses que c'est peut-être à ce moment-là que ta mission de vie est venue à toi, c'est un peu Bien destiné sûr. à toi. Hem, Qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à ça? Est-ce que tout de suite, tu t'es dit: «Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse là-dessus» et ça t'a orienté sur, je sais pas, tes études ou ton chemin par après? Ou est-ce que c'est plus tard que tu t'es dit: «Non, maintenant, il faut vraiment que j'aille dans ce sens-là»? Alors c'était pas tout de suite, hein, je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé à débloquer. Je pense qu'il y a des fils qui se sont touchés à un moment donné et donc j'ai fait beaucoup de boulots différents que j'assume, hein. Je pense que j'ai eu plein d'expériences différentes et j'ai rencontré des gens peut-être que je ne devais pas rencontrer. J'en ai rencontré que je devais rencontrer aussi évidemment, hein, pendant le moment entre le moment où j'ai envie de me suicider et le moment où ma vie reprend, cette période-là, je rencontre des gens incroyables, mais je pense qu'après, je rencontre pas que des gens incroyables. Mmh. Je ne suis jamais tombée dans la drogue, dans l'alcool, et cetera, mais je travaillais en ORECA, je sortais beaucoup, et cetera, donc déviation du chemin complet. Et puis, on rencontre, d'abord un premier fiancé Mmh. et on sait que la femme, quand elle rencontre un homme, elle change totalement peut-être sa vision de voir les choses et d'être. Mmh. Finalement, on met tout le temps nos choses de côté en disant: «Je le ferai après, je le ferai après». Donc tout ça, ça s'est passé sur plusieurs années et seulement après, j'ai travaillé comme, gérante d'un funérarium et donc là, je suis de nouveau retombée, j'ai envie de dire j'ai d'abord travaillé dans une ASBL de réinsertion socio-pro, où là, ça commençait déjà à me dire: «Bah oui, mais finalement, qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie? C'est pas ça que j'avais envie de faire». J'avais dit: «Je créerais du lien», que je faisais déjà, mais d'une autre manière et donc j'étais dans cette ASBL-là où j'avais vraiment, redécouvert le social, les gens qui n'étaient pas bien, le CPS, les gens qui étaient au CPS et cetera et donc du coup, ça m'a fait retourner en arrière en me disant: «Mais tu avais dit que tu ferais, quelque chose pour les gens, tu avais dit que tu les soutiendrais, Mmh. qu'est-ce que tu as foutu, à part le Horeca, vendeuse», enfin plein de jobs différents, j'avais plus rien fait de «beau» entre guillemets. Ouais. Et donc je me suis dit: «OK, il faut que tu reprennes ton chemin» et puis après donc je suis arrivée au Funé et là ça a vraiment été je me suis dit: «Ouais, c'est ça que je veux faire». Parce que les gens, donc on côtoie forcément la peine des gens Mmh. et c'est pas forcément pour moi quelque chose qui est difficile parce qu'au-delà de la peine, on peut leur apporter quelque chose Mmh. et le fait de prendre soin de la personne décédée, on est le dernier lien entre la famille et le défunt. C'était quelque chose qui était très fort pour moi et qui me ramenait sur mon chemin. Et donc du coup, j'ai fait ça pendant 4 ans, puis j'ai été malade gravement. Je devais reprendre ce funéraire-là, mais la dame qui, voulait me vendre n'a pas attendu que je sois guérie Mmh. et elle l'a vendu à quelqu'un d'autre. Donc rebelote, j'étais mais enragée. Et donc après, j'ai repris un autre boulot en attendant, mais je savais que je voulais, me diriger vers, l'accompagnement et puis j'ai commencé, le classique, les études de coaching, mais Mmh. il y a donc en 2014, en 2015, donc ça fait déjà pas mal de temps Mmh. maintenant que je suis et un jour, en regardant La Grande Librairie, donc je sais pas si vous connaissez, Ouais. c'est une émission un peu littéraire, je tombe sur, l'émission où il y avait Régine Détambel, qui est bibliothérapeute Mmh. et elle explique qu'elle accompagne les gens avec le livre et là, c'est révélation totale puisque, Mmh. mon histoire résonne, que toute ma vie, les livres m'ont accompagnée, Ah. ont été des profs, ont été des amants, ont été des amis, ont été ma famille parce que finalement, la famille s'est vraiment éclatée depuis le décès de papa et je n'ai plus beaucoup de contact avec personne. Et donc c'était quelque chose qui me parlait énormément et depuis, je ne fais que ça. Donc je me suis, hem, j'ai vraiment lu tout ce qu'il y avait sur la bibliothérapie, toutes les études et cetera et je suis devenue moi-même bibliothérapeute. Je me suis dit un jour: «Allez, vas-y» et là, c'est vraiment, ça a rejoint. C'est C'était ça. Pour étayer comme une évidence. oui.
tout à fait. C'est ma mission de vie, du coup. Joli. Oui, très beau aussi ça. Hem, et peut-être que et c'est vraiment l'inspiration liée, à la magie du livre Le Petit Mmh. Prince Bien de sûr, Paris, oui, oui, c'est sûr. c'est un espèce de oui, d'évidence en fait, Mmh mh. waouh et je fais une petite parenthèse sur Le Petit Prince, ce qui n'est pas des moindres. J'ai aussi une petite histoire avec Le Petit Prince. C'est très banal, hein, nous concernant, mais lors d'un voyage au Japon, je fais un voyage au Japon en 2017 avec une amie et on avait un petit parcours qu'on n'avait pas très bien planifié et cetera et dans ce parcours, on se trompe de chemin. Le seul en 2 semaines et demie, hein, la seule erreur de parcours, en 2 semaines et demie, bien qu'on improvisait pas mal de circuits et en se trompant de chemin, on tombe, waouh, sur le musée du Petit Prince. Mais le car nous arrête devant le musée du Petit Prince. C'était une erreur parce qu'on n'allait pas du tout là. On savait même pas qu'il existe. Mais du coup, bah, enfin, c'était intense aussi. Très. Voilà, c'était la petite parenthèse du Petit Prince. J'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis. Il y a pas de plus petite histoire qu'une autre, en fait. J'ai appelé, mon entreprise, entre guillemets, «Chacun son histoire» parce que Mmh. c'est vraiment ça et toute histoire, plus petite que tu penses qu'elle n'est, peut inspirer quelqu'un d'autre, peut sauver une vie. Oui, peut inspirer quelqu'un et je trouve que c'est ça qui est magique dans les histoires. Moi, Mmh. je dis toujours que je suis une passeuse d'histoires Mmh. parce que c'est vraiment les gens ne se rendent pas compte, mais en parlant entre nous, parce qu'on est quand même dans une société où les réseaux sociaux ont pris la place et du coup, les gens sont de plus en plus seuls alors que soi-disant, on a quand même plus de 5 ou 10 000 amis. Bien sûr. Et les gens, quand ils entendent ton histoire, même si elle est toute petite, elle C'est peut fou. inspirer, oui, elle peut guérir, elle peut faire sourire et donc ça, c'est juste magique. Oui. Merci, merci de souligner ça effectivement. Mais oui, il faut prendre chaque moment, découvert par hasard, comme une richesse, en fait. Vraiment. Merci Christelle. Merci à toi. Hem, moi, j'ai une autre question par rapport, à on va dire le première partie de ta vie. Quand tu t'es présentée, tu as dit que tu étais, une femme, très ou hypersensible. Mmh. À quel moment t'en es-tu rendu compte? Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vraiment sentie différente des autres? Et quel était ce moment? Mmh. Alors, je pense que je me suis sentie différente tout de suite. Je me demande si déjà en naissant, il n'y avait pas un problème. Alors, comment je ressens l'hypersensibilité? Alors, c'est vraiment, chez moi très fort, mais j'ai réussi à apprivoiser ça. Donc ça m'a mis du temps, mais donc je ressens fort les choses. Donc ça peut être, des ambiances, ça peut être quand j'ai des consultations. Parfois, je ressens des choses que les gens ne me disent pas et donc des fois, je sors des phrases, on me dit: «Mais je vous l'ai pas dit». «Ah pardon, excusez-moi, il me semblait que vous l'aviez dit» et donc voilà. Mais c'est pas que ça, c'est par exemple le contact avec les animaux, ça peut être, vraiment avec la nature, avec, des personnes décédées, mais pas je vais pas dire que je suis Mmh. voyante ou des choses comme ça. C'est juste une hypersensibilité. Je pense simplement que ce sont nos connexions neuronales qui fonctionnent différemment, on est bien d'accord? Mais et cette hypersensibilité-là, je l'ai depuis extrêmement longtemps Mmh. puisque quand j'étais enfant, je me rappelle de choses qui n'étaient pas tout à fait normales. Mmh. Et donc, à ce moment-là, on n'identifie pas, on sait même pas je ne saurais même plus dire ce que je pensais à ce moment-là à propos de ça. Peut-être même que j'en avais parfois peur, mais c'est aussi grâce ou à cause de plusieurs bouquins, je me suis dit: «Ah tiens, Mmh. il me semble que ça me rappelle quelque Mmh. chose», je commence à m'identifier. Mmh. Sauf que moi, j'ai vraiment eu du mal parce que, bah, forcément à l'école, bah, c'est un peu galère. Dans les jobs, c'était galère puisque moi je suis incapable de travailler 5 ans dans la même entreprise. J'ai vraiment du mal, j'ai besoin de découvrir des choses, j'ai besoin qu'on me mette en défi tout le temps, j'ai besoin de découvrir, d'apprendre et si c'est tout le temps la même chose, je ne saurais pas, C'est ça. je ne peux pas. Ouais. Et donc là aussi, c'est une sorte d'hypersensibilité. Le bruit aussi, j'ai vraiment du mal. Les odeurs, c'est compliqué. Donc voilà, là, je sais que je suis hypersensible, mais ce qui est très gai, c'est que cette hypersensibilité-là, quand on l'apprivoise,
c'est magique parce que ça nous permet de faire plein de choses qu'on n'a pas quand on ne veut pas, j'ai envie de dire. C'est vrai que parfois quand on vous dit quelque chose, on a l'impression de le ressentir 1000 fois et que ça peut blesser, c'est sûr. Mais à contrario, on a quand même tout le reste, de l'hypersensibilité qui nous aide et qui nous permet justement quand on accompagne les gens, c'est d'encore mieux les aider parce qu'on les sert beaucoup mieux. C'est ça. OK, merci. Hem, J'essaye de reformuler la question, dans ma tête pour que ça sonne juste. Au niveau comment dire? De ton parcours, hem, professionnel, donc tu expliques que tu es passé par différentes étapes, différents jobs avant vraiment d'avoir un peu ce déclic et de dire, «Bah, voilà, je veux recréer du lien», voilà, la bibliothérapie, le coaching et cetera. Pour toi, quel a été le moment le plus, vraiment le plus compliqué ou la chose la plus compliquée à gérer et comment est-ce que tu as pu, passer au-dessus de ça? Si, voilà, tu devais parler à quelqu'un, puis surtout dans une situation un peu similaire, un peu, perdue et de se dire: «Je sais que je c'est autre chose que je dois faire, mais là, tout de suite, je suis perdue, je ne sais pas, entre guillemets, comment faire ou comment me sortir de cette situation». Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à ce moment-là? Alors pour répondre à ma première question, je crois que ça fait très, 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 très longtemps que c'est compliqué. Je pense qu'il y a pas si longtemps que ça que je vis la vie que j'ai envie de vivre et je parle Mmh. alors je vais pas dire, au niveau, familial puisque, je suis toujours célibataire, que je n'ai pas d'enfants, mais j'ai eu des ex-beaux enfin j'ai toujours des ex-beaux enfants dans ma vie, mais, ça a toujours été j'ai toujours eu une vie très compliquée parce que j'ai eu beaucoup, vraiment beaucoup d'emmerdes, beaucoup de pas de chance et beaucoup de mauvais choix que j'ai Mmh. faits. Il faut pas mettre, la responsabilité sur que les autres et le reste. Mais donc ça a été très compliqué pour moi. C'est une vie qui était très difficile, mais je pense que ça fait, ouah, je sais pas, allez, 3-4 ans où, là, je me sens vraiment bien, là où je suis, Mmh. là où je dois être, sur le bon chemin. Et pour répondre à ton autre question, je pense déjà qu'il faut pas rester seul, parce que la plupart des gens restent seuls, en n'étant pas bien, en ne sachant pas qui ils sont, qu'ils sont, peut-être depuis 30 ans dans le même job et ils sont malheureux et ils se disent: «Allez, plus de 20 ans parce que c'est bientôt la pension». Et donc je trouve que c'est triste mais on peut pas toujours savoir qu'il y a quelqu'un pour aider. Et donc c'est vraiment d'ailleurs pour ça que je fais de la radio, parce que c'est un peu pareil. Ce que j'aime, c'est de chaque fois transmettre quelque chose, transmettre qu'on n'est pas seul, transmettre qu'il y a toujours quelqu'un pour t'aider, pour t'écouter et pas forcément un coach, un psy, je ne prêche absolument pas pour ma paroisse, c'est vraiment Heu, quand on voit lors des émissions, il y a des gens qui écoutent, qui sont seuls chez eux, ils se disent: «Oh, mais elle a réussi quoi Mmh. et j'ai exactement la même chose qu'elle, donc pourquoi est-ce que moi je pourrais pas y arriver?» Exactement. Parce qu'on lui a jamais dit, parce qu'on lui a dit: «Mais fais jamais ça, parce C'est que tu ça. vas te planter», On le voit aussi dans le réseau de femmes entrepreneuses que j'ai, il y a des tas de femmes qui n'osent pas et qui se disent: «Ouais, ben non, mon mari m'a dit, oh oui, regarde à la télé, c'est la guerre». Et en fait, toutes ces personnes-là pensent que c'est pas possible, pensent qu'elles sont seules ou même les hommes, hein, je suis sûre qu'il y a des hommes, c'est Bien parce que sûr. moi je côtoie beaucoup plus de femmes, mais et donc c'est ça, c'est pas rester seul, en fait. C'est oser aller vers quelqu'un, vers l'autre, écouter, être curieux et vraiment le mot, c'est oser pour moi. Mais oui, c'est notre mot aussi, hein. C'est vraiment, Ouais. ce qui nous a permis, en tout cas, de vouloir, montrer et démontrer aux personnes, en tout cas, pouvoir faire écho sur base d'histoires, réelles, qu'ils ne sont pas seuls. Clairement, c'est vraiment le point de départ, quoi. Voilà. Je voulais, introduire autre chose. Heu qu'est-ce que tu pourrais retenir à partir de tout ce que tu viens de nous raconter? Tu retiens quoi? Qu'est-ce que tu aimerais mettre le plus en avant? Quel conseil aurais-tu à donner aux personnes qui nous écoutent, par rapport à ce cheminement de parcours?
Hem, voilà, une phrase, 2 phrases à mettre en évidence pour pouvoir justement, de permettre aux personnes d'oser, s'octroyer ce qu'ils ont envie. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? À part oser, c'est être curieux quand même, hein. Je l'ai dit avant, mais c'est vraiment être curieux et ne pas se dire: «Ah mais ça, c'est pas pour moi. Ah mais ça, je saurais pas. Ah mais ça, on m'a dit que» et cetera. C'est vraiment se dire: «OK». Ça peut être pour le boulot, par exemple, j'entends des dames qui ont des métiers depuis 30 ans comme secrétaire et qu'elles disent: «Ah ben moi je sais faire que ça». Oui, mais c'est quoi que ça finalement, hein? Parce qu'il y a 1000 tâches en étant secrétaire, donc c'est quoi faire que ça? C'est Mmh. c'est peut-être, se pencher déjà sur ses valeurs, savoir, les talents qu'on a, parce qu'on dit toujours: «Ah mais non, les passions aussi», parce que le nombre de dames que j'interroge et «C'est quoi vos passions?» «J'en ai pas». Mais bien sûr que si, vous en avez, bien sûr que si. Vous les avez oubliés, mais vous en avez. Donc c'est tout ça, c'est vraiment, moi je pense qu'on parle du développement personnel, beaucoup de développement personnel, marketing, mais on parle pas assez du vrai développement personnel, c'est-à-dire se poser seul, d'abord, pour voir où on en est, ce qu'on n'aime plus, ce qu'on a envie de faire, et on parle pas assez de ça. On parle vraiment du coaching, Oui, oui. de masse, j'ai Oui, envie de oui. dire, et c'est pas celui-là qui est important, et c'est vraiment ne pas avoir peur de se retrouver seul chez soi à un moment donné avant d'aller vers l'autre et de se dire: «Voilà, moi j'ai ce problème-là, j'ai ça, je suis pas bien, pourquoi je suis pas bien?» Donc voilà, et c'est oser se renseigner et se dire: «Allez, j'y vais, je fonce, je vais démonter tout», C'est ça. alors on n'y arrive pas parfois tout seul, forcément, c'est beaucoup plus facile accompagné, mais c'est déjà un bon début, Mmh. et les livres aident. Mmh. Mmh. Oui, mais c'est Ça donne vrai. envie. Les livres aident quand on est seul, je vois énormément de gens qui ne lisent pas. Je donne des cours, des formations à l'IFAPME, et quand je vois le retour des gens qui finalement lisent tout ce qu'ils racontent, donc les livres aident beaucoup. Tout à fait. Je rebondis là-dessus, mais je suis entièrement enfin, je partage totalement ton avis par rapport aux livres. Pour moi, ils ont toujours été mon exutoire, mon échappatoire, ma bulle Ouais. et depuis que je suis toute petite, je sais que, quand il y avait des situations, difficiles ou même à la maison, je me mettais dans mon livre et j'oubliais, je m'entendais plus, j'étais vraiment dans une bulle et d'ailleurs, on me disait: «Quand tu es prise dedans, il y a plus rien qui existe autour». Ouais. Et c'est toujours le cas maintenant. Mmh. Pour m'endormir, il faut que je lise un peu. Mais c'est vrai que je recommande aussi à tout le monde de lire et c'est une ouverture sur le monde, sur tellement de choses, tellement de connaissances Mmh. et sur l'autre aussi. C'est une ouverture sur Aussi. les autres Sur soi. et sur soi. Exactement. Ouais, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui reste accessible Mmh. à tout le monde et qu'il faut se lancer dedans et que c'est très positif, à ce niveau-là. Moi, j'aimerais te poser une autre question. Avec, tout ce parcours, comment t'es-tu construite en tant que femme? Mmh. Pour toi, qu'est-ce qui a été justement difficile dans cette construction en tant que femme et pour devenir, bah, la femme que tu es aujourd'hui? Oh la bonne question. Mais elle est compliquée. On est tous sur la même Elle n'est pas compliquée, mais alors, qu'est-ce qui a fait? Je sais pas si je suis encore, vraiment, aboutie en tant que femme. Je pense qu'il y a encore du travail, mais ça fait enfin, c'est toutes les blessures en fait qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, et il y en a qui sont refermées, il y en a qui ne le sont pas, et donc du coup, c'est parfois encore compliqué, mais je trouve que c'est ce qui nous donne notre valeur, notre personnalité, notre beauté, donc voilà, il faut pas prendre le négatif, mais je ne suis pas encore tout à fait une femme accomplie. Peut-être même que le jour où je mourrai, je ne le serai peut-être pas encore, j'en sais rien, et j'espère rester, toujours, aussi curieuse, aventureuse, parce que je pense que je le suis quand même, rêveuse, et que c'est ça qui me permettra de devenir la femme accomplie, un jour. Bon, je peux te retéléphoner ce jour-là, quand je me sentirai, femme, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal en tant que femme. Pas,
pas femme ou le mot femme, Mmh. mais voilà, la vie a fait que c'était très compliqué, donc j'ai vraiment toujours eu beaucoup de mal et je pense que c'est pour ça que je me suis donnée à fond dans le travail, C'est ça. c'est ça qui me permet d'avancer comme une guerrière. Mmh. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Tu as dit tout à l'heure que ça fait à peu près 4 ans que tu as vraiment Mmh mh. commencé à trouver ta voie et à t'émanciper vraiment. C'est ça, c'est juste? C'est bien, Oui, c'est être sur le bon chemin. c'est ça, être sur le bon Mmh mh. chemin et quel a été l'élément déclencheur justement qui t'a fait, te dire ou il y en a peut-être plusieurs, hein, certainement, te dire, «Ça y est, là vraiment, cette ouverture va me permettre d'aller enfin vers, ce qui est en cohérence avec moi». Mmh. Alors je pense que c'est, donc mon mon projet de vie, c'était vraiment de créer du lien, Mmh. d'utiliser le livre dans l'accompagnement et donc pour ça, il a fallu, que j'aille voir partout, avoir beaucoup de formations, aller voir des gens qui le faisaient et cetera et donc déjà ça a pris beaucoup de temps et puis, apprendre à ne plus laisser tout de côté, soit pour un homme ou, ou pour quelqu'un de la famille ou là, c'est à un moment donné, il faut se dire: «Bon, bah, OK, là, et donc une séparation là, avec une belle trahison, a fait que je me suis dit: «Bon, maintenant ça suffit». Tu pas de faire tu répètes tout le temps le même schéma et finalement tu n'avances pas et donc à un moment donné, je me suis dit: «OK, allez, maintenant», et donc j'ai repris tout ce que j'aimais, tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai étudié pour vraiment construire ma bulle et là, bah, je suis vraiment, et je ne me gêne pas pour, rajouter quelque chose dans ma bulle. Je rêve la nuit d'un projet, Mmh. le lendemain je l'essaye, ça va pas, mais je l'essaye Ouais, et donc voilà. très bien, super. Merci beaucoup Christine. Merci. Avec Parcours plaisir. incroyable. Tu J'ai une question qui est peut-être, délicate. Il y en a pas. OK, parfait. Mais si jamais, tu n'es pas obligé d'y répondre. Il y a, quelque chose que je remarque un peu au fur et à mesure, bah, des interviews, des rencontres et cetera. C'est, et essentiellement avec des femmes, parce qu'actuellement, c'est toujours avec des femmes que ce schéma est revenu. Quand on voit une femme qui est hypersensible, qui a eu un schéma de vie un peu compliqué, il y a toujours cette phase de, où c'est compliqué de se sentir aimé Mmh mh. et on va essayer justement de s'effacer à la place de l'autre pour être aimé. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il y a justement une certaine similitude par rapport à ce genre de schéma de parcours de vie. Hem Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors je pense, mais je ne suis pas psychologue, Mmh on est mh. bien d'accord, mais je pense que ça remonte certainement à notre enfance et que ces femmes-là, ce sont des femmes où, les parents ou un des 2 parents a dû leur dire, «Tais-toi, reste dans ta chambre». On n'avait peut-être pas envie qu'on dérange, peut-être qu'ils étaient trop occupés par plein de choses ou qu'ils n'avaient pas envie d'avoir des enfants, c'est possible. Il y en a eu beaucoup à ma génération, il y en a eu énormément. Donc je pense que c'est parce qu'on a dit à la petite fille de, s'effacer, de ne pas faire de bruit. Donc du coup, on a emmagasiné ça inconsciemment et je pense que c'est ça, mon le fait que je sois moi quand je suis en il y a, en 2005, j'ai côtoyé un petit peu les réseaux, de femmes entrepreneuses. En 2015, je les ai vraiment beaucoup côtoyées. J'étais la seule qui rasait les murs, tellement j'étais gênée d'être là, alors que c'est quand même le but. Et j'ai toujours fait ça à l'école, j'étais toujours cachée, à part quelques années après le décès de mon père où là, j'étais un peu rebelle, mais autrement, j'ai toujours fait ça. Et donc je pense que les femmes qui sont comme ça, c'est certainement des traumatismes d'enfance Mmh. où où nos mamans ou nos papas nous disaient: «Bon arrête de pleurer, ne montre pas, ce que tu ressens». Donc voilà, je pense, mais je ne suis pas psy évidemment. Oui, sûr, Je suis sûre que si on interroge, des femmes comme ça, je pense qu'il y a de ça. Mmh mh. Et le fait de forcément après,
être beaucoup plus sensibles et donc d'attirer forcément des hommes qui sont peut-être un peu plus dominants que nous. Et donc du coup, bah forcément, ça va renforcer ça jusqu'au jour où on s'en rend compte et qu'on casse en fait cette croyance. Ouais. Et oui, oui, cette injonction qu'on a reçue pendant toute notre enfance, à un moment donné, on la casse et on se libère. Enfin, ouais. Non, oui, pas. Oui. Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Mais je pense que ça me parle pas qu'à moi. Mais oui, Enfin, je vais avoir matière à réflexion moi aujourd'hui. Je vais rester dans ma bulle le reste de la journée et je vais intégrer tout ça. Non, mais effectivement, je pense que il y a énormément de choses, que ce soit, on va dire, cette problématique-là ou d'autres choses qui sont influencées par des traumas ou des choses que l'on a vécues plus jeune. Et je trouve ça juste tellement important de pouvoir mettre le doigt dessus, parce que pour moi, à partir du moment où déjà on s'en rend compte et qu'on en a conscience, c'est déjà, on va dire, la moitié du travail qui est fait. Parce que le fait de mettre le doigt dessus, on va plus facilement repérer les moments où on risque de retomber dans le même schéma, dans la même façon de d'agir. Et donc c'est vrai que voilà, que ce soit ça ou comme tu l'as dit tout à l'heure, avoir des moments seuls. Pour moi, c'est tellement important. Si je dois rencontrer quelqu'un demain qui me dit, ou peu importe la personne qu'elle me dit qu'elle ne sait pas être seule avec elle-même, pour moi, c'est un signal d'alarme. Là, il y a quelque chose qui va pas. Si la personne ne peut pas être seule avec elle-même, c'est que il y a énormément de choses sur lesquelles il faut encore travailler. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose que je dis encore facilement autour de moi, de dire aux gens: «Prends du temps seul, même, voilà, faire, aller marcher ou faire quelque chose pour justement, réfléchir et mieux se connaître». Et plus on apprend à mieux se connaître, plus, on sait ce dont on a besoin, ce qui nous anime, ce qui, et donc ça nous permet d'avancer sur notre chemin de vie aussi, d'une certaine façon. Sauf, j'ai envie de dire, sauf que les gens ne le savent pas. Ouais. Je veux dire, si tu rencontres pas quelqu'un qui te le dit, tu es dans la rapidité de notre société aujourd'hui qui te dit va vite, sois performant, ne sois pas malade, dépêche-toi, etc. Et donc tu n'as pas, si personne ne dit ou si tu ne tombes pas sur quelque chose, même des fois une citation va t'exploser la tête en disant ah mais oui, mais si tu prends pas le temps, si on te montre pas le chemin et que tu es dedans, c'est impossible en fait de pouvoir t'asseoir seul et te dire ok j'ai un souci. Et je pense que c'est ça que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se tombent malades, qui sont en burn-out, etc. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se poser. Même que parfois on dit toujours prendre un rendez-vous avec soi-même en coaching, c'est vraiment vrai. 15 minutes, 20 minutes, mais quand il y a quelque chose qui va pas, c'est pas se dire: «Ouais, je vais y aller, c'est pas grave». Non, c'est quand notre corps est malade, on sait qu'il nous lance des signes, on l'écoute jamais jusqu'à ce que même moi qui suis avertie, je le fais encore. Donc voilà, mais les gens n'ont pas, c'est pour ça que c'est important de faire des émissions, d'écrire. Moi, j'aime beaucoup écrire, donc d'écrire pour que les gens se rendent compte que on 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 est là, enfin, on est là, pas nous, hein, je suis pas la sauveuse des malades, non, non, mais peu importe, c'est X, mais que quelqu'un est là pour dire: «OK, tu vas pas bien, mais peut-être que tu devrais t'asseoir et prendre un peu de vacances, même tout seul», et cetera. Mais si on leur dit pas, il y a des gens qui ne savent pas. Effectivement. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai que, au travers de rencontres, d'histoires, d'écriture, comme tu dis, des petites choses pour faire parfois un déclic à tout moment de notre vie d'ailleurs. Je voudrais, juste rebondir sur, j'ai retenu 3 mots-clés forts quand même. Ces mots-clés qui justement te font rentrer dans la lumière, après tout ce côté obscur que tu nous as expliqué dans le passé. J'ai retenu bibliothérapie, radio et réseau féminin. C'est quand même pas rien. Voilà. Encore, hein. Et il y en a encore. Encore, hein. Mais je t'en prie. Est-ce que tu es OK de nous raconter, de faire un petit résumé, une petite synthèse sur ça? Parce que c'est quand même en mettre en minutes un petit peu. De tout ce que je fais, tu veux dire? De ces trois choses, Alors, il faut savoir que aspects. comment je vis dans ma vie professionnelle, Oui. c'est vraiment, j'ai un fil rouge, donc c'est l'humain. J'aime écrire, donc j'aime les mots, qu'ils soient lus, qu'ils soient écrits, j'aime ça.
et j'aime la voix. J'aime bien que quand on écoute, par exemple, des podcasts et cetera, on se pose et on est plus calme. La radio, c'est pareil et donc j'avais vraiment envie de construire toute ma bulle professionnelle par rapport à ça. Et donc c'est quoi? C'est transmettre par des formations, donc que ce soit, je travaille aussi, avec, des gens, en fin de peine carcérale où je donne des cours, enfin des cours. C'est une SBL de réinsertion socio-pro, donc on a ces gens-là. On a des gens de 18 à 29 ans, donc des jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui savent pas quoi faire de leur vie ou qui ont eu un accident parce qu'ils ont travaillé quelque part et qu'ils ont été bafoués. Heu il y a le monde de l'ORECA aussi, parce qu'il y a aussi un groupe ORECA. Il y a les formations en bibliothérapie. Donc tout ça, c'est pour transmettre. La radio, c'est pareil. Je crée aussi des podcasts. C'est la même chose pour les autres, hein. Moi, je les crée pour les autres. Et donc, c'est pareil. C'est encore pour transmettre un message à quelqu'un. Donc, c'est vraiment, je suis une passeuse, en fait, de mots. C'est vraiment de A à Z. Oui. Ça. Et je ne pourrais pas me lever et faire tous les jours la même chose. Donc ça, c'est impossible pour moi. Je serais malade. Et donc j'ai besoin. Je crée aussi des box de livres sur le concept de la bibliothérapie. Vous vous rappelez quand on est, ben, je sais pas si peut-être toi, Ah, mais peut-être moi. quand on était petit, on pouvait aller chercher des petits sachets surprises dans les épiceries, parce qu'avant on avait des épiceries où t'avais des sachets à 5 francs, à 10 francs, et t'avais un beau papier et dedans on avait plein de surprises, des bonbons, des machins, etc. Et quand on ouvrait ça, on avait mais une joie de dingue. Et quand j'étais petite, j'écrivais déjà des poèmes. Quand je voyais que les gens n'étaient pas bien, j'écrivais des poèmes, je remballais ça dans des morceaux de tissu de ma grand-mère et je mettais une fleur, une pierre, des trucs comme ça. Et donc un jour, j'ai voulu recréer ça, mais pour les femmes. Et donc j'ai recréé le concept des box en mettant justement, c'est une box surprise avec, carte signée, tasse, livre, qui est adaptée à chaque personne. Parce que je voulais que ce soit relié aussi à la personne qui allait être en face et la bibliothérapie. Donc tu vois, à chaque fois, j'ai un projet qui est toujours en lien avec l'amour des gens, parce que finalement, j'aime aussi donner de l'amour. On n'a pas que de l'amour, avec son compagnon, avec, sa famille. On a aussi énormément d'amour à donner aux gens. C'est encore un amour différent, mais il y a tellement d'amour à donner et moi, c'est ça, en fait. C'est vraiment par différentes manières, par différents projets, c'est transmettre et donner de l'amour. Pour voilà. C'est magnifique encore une fois, oui. Oui, on le sent, Oui, et au-delà de le sentir, tout ce que tu nous expliques, il y a ce, ce commun, en fait. Oui. C'est dénominateur Oui. commun. C'est vrai, hein. Bon, c'est incroyable, en fait. Voilà. Hem, J'aimerais bien te demander si il y avait la petite Christelle devant toi. Elle est là. Ouais. Elle est là. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire maintenant? Alors, c'est souvent un exercice qu'on fait là, en développement personnel et que je suis incapable de faire parce que je sais pas. J'ai déjà eu l'occasion d'y penser, hein, puisqu'on fait ça comme exercice, mais je sais pas, à part peut-être, je te l'avais dit que tu y arriverais et que tu as bien fait de pas te suicider. Je pense que c'est ça. Oui, je crois. C'est déjà pas mal. Voilà, En oui. effet, tout à fait. J'avais encore une question. Pas de film, ça va me revenir. Peut-être là, on va faire une pause de minutes. Ah oui, ouais, C'est une question importante en plus, mais ça va me revenir. Est-ce que, il y a quelque chose dans ta vie où tu te dis que c'est ta plus grande fierté? Quelque chose où c'est vraiment, tu te dirais, «J'ai fait ça, vraiment et j'en suis fière» et voilà. Alors, avec le recul, j'ai envie de te dire que toutes les choix qui ont été difficiles, je suis fière de les avoir faits, de les assumer. Heu, autrement, toujours professionnellement, évidemment, ce que je viens de construire là, ces dernières années, j'en suis fière, bien sûr, mais c'est pas le plus important, en fait. C'est tout ce qu'il y a encore à faire après qui me réjouit et en fait, la fierté pour moi, c'est pas,
C'est pas un truc essentiel. Maintenant, je sais qu'il faut qu'on dise, fêter, on va nous fêter, on le répète assez en développement personnel, on doit se fêter, on doit être fier et cetera. Mais c'est pas un je pense qu'on apprend la fierté quand on est petit, on est bien d'accord? Et quand on n'a pas eu l'habitude, je pense que c'est une «émotion» entre guillemets, un sentiment qu'on peut pas développer et je pense qu'adulte, on l'attrape pas quand on est adulte. C'est autre chose, je sais pas comment il faut le dénommer, mais c'est pas Peut-être une forme de célébration. peut-être, oui. Célébrer quand même, tout ce Oui, dont on a pu oser faire oui. simplement, de bon, de moins bon, de réussi, de moins réussi, mais au moins on a osé faire quelque chose. Et je me souviens de ma question maintenant. Hem, c'est une question, elle est vaste, je vais quand même la prononcer, parce qu'on est de l'ombre à la lumière. Est-ce que tu penses, toi justement, qui as un parcours très contrasté, je trouve, est-ce que tu penses que sans avoir traversé toute cette zone d'ombre, tu en serais parvenu à oser faire toutes ces choses pour justement te transporter dans cette lumière avec tout ton bagage d'envie, en fait? Est-ce que tu penses que sans cette zone d'ombre, on parvient à rentrer dans toute cette lumière? Alors déjà, je sais pas ce que tu appelles «entrer dans la lumière» parce que je veux dire, je veux rester je veux rester dans l'ombre, en fait. Je veux pas Dans ta lumière personnelle. Ta lumière oui, personnelle oui, où tu te plais à oui. faire les choses que tu es en train de faire. Je je pense que je pense peut-être que non, mais je ne suis pas, Madame Solène. Par Je rapport je ne à ce que sais tu pas ressens. je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Maintenant, quand on voit toutes les belles personnes qui font de belles choses pour les autres, très souvent, elles ont eu un parcours Compliqué. chaotique, compliqué avec beaucoup de traumatismes, beaucoup de blessures et cetera. Mmh. Donc je pense que oui, le fait d'avoir vécu de vilaines choses, font qu'on a peut-être plus envie Mmh. d'accompagner l'autre, Oui, je pense. c'est une force. Étonnamment, Oui. on utilise ça comme une force parce que c'est vrai que si on ne connaît pas, cette part-là, on n'a pas tant de comparaison et donc on ne sait pas très bien mettre le Mmh. curseur entre ce qui va nous Bien sûr. convenir, ce qui va mieux nous convenir finalement. Mmh. Ça te parle, Anaïs? Oui. Ah. Ouais, mais moi, je pense que je vais prendre quelques jours pour emmagasiner tout ça. Mais je suis, oui, c'est vrai que de nouveau, de par les différentes rencontres, je partage ce sentiment et à la fois je trouve ça «malheureux» entre guillemets que ce soit, de devoir d'une certaine façon passer par ces épreuves, ces zones d'ombre pour pouvoir, hem, avoir des personnes peut-être aussi solaires qui ont envie justement d'aider l'autre. Mais après quand on y réfléchit, c'est logique aussi. Donc c'est, voilà et puis c'est souvent aussi, presque une forme de besoin dans le sens où aider les autres à être bien, c'est s'aider soi-même à être bien, d'une certaine façon. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que, quand on a vécu des choses vraiment, aussi intenses, aussi fortes ou aussi, traumatisantes, ça fait partie en fait du processus aussi de reconstruction et de forme aussi, de se dire, je vais faire aux autres ce qu'on n'a peut-être pas fait avec moi aussi plus jeune et ça comble en fait un besoin que l'on n'avait pas, qui n'était pas comblé, dans notre passé. Donc donc à la fois c'est malheureux, mais à la fois c'est logique. Maintenant, moi je suis de nature très, un peu bisounours, c'est un peu et j'essaye quand même j'ai quand même cet espoir de me dire: «Mais non, les personnes qui n'ayant pas vécu tout ça, sont quand même, voilà, sont quand même solaires, sont quand même, ont quand même ce côté, très tourné vers l'humain, très tourné vers l'autre». Donc voilà, moi je reste quand même dans cette bulle On l'espère. d'espoir et peut-être d'une certaine forme de naïveté, mais c'est pas grave, je l'accepte. Non, pas forcément. De naïveté? Oui, non. Moi, je sais pas. À voir, mais
Est-ce que quand, voilà, il a été décidé de l'enregistrement de cet épisode, est-ce qu'il y a quelque chose, à un moment, que tu t'es dit: «Ça, j'ai vraiment envie de le partager» ou un message que tu te dis que, c'est important de le dire ou quelque chose de manière générale que tu dis, voilà, il faudrait, qu'il y ait plus de personnes qui l'entendent ou c'est le moment de dire certaines choses? Je pense que ce qui est important, c'est qu'on donc nous 3 déjà et tous les gens qui vont voir ce podcast, c'est se dire qu'on va transmettre. C'est juste ça, c'est pour moi, c'est le mot, c'est la transmission, c'est un mot qui devrait être, entendu 10 fois par jour. C'est transmettre et ne pas avoir peur de transmettre. Je pense que plus il y aura de gens qui seront, écoutés et plus il y a de gens qui seront informés, plus je pense que, il peut y avoir des changements. Sans ça, c'est impossible. Puisque nous, on est déjà informés. On sait le bien que ça fait. On sait C'est ça. que rencontrer des gens, ça va nous faire du bien, et cetera. Mais il y a tous les autres, en fait, et ils sont tellement encore nombreux Mmh. que c'est ça, pour moi, c'est vraiment, oui, transmettre. Je sais pas si je réponds à la question, mais Si, mais mmh. si, ça tu réponds complètement à la question et c'est aussi, pour ça qu'on est là. Exactement. C'est l'idée de base, du podcast, c'est de pouvoir transmettre des histoires et que ça fasse écho, moi je l'avais dit, au tout début, que l'idée a commencé à germer, que ce soit pour, avec le podcast ou avec, d'autres projets à côté. C'est si ça peut juste faire écho chez une seule personne, ça, alors j'ai tout gagné. Mmh. Parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de choses où on se dit, où on ne se rend pas compte qu'on est peut-être dans une situation qui n'est pas normale, ou qu'on a l'impression d'exagérer, en fait, notre situation. Alors que, se dire: «Mais non, en fait, c'est pas grave, mais non, ça va passer», que ce soit dans un couple, dans un environnement professionnel ou peu importe, et de se dire: «C'est moi qui exagère», parce que toujours cette impression de devoir minimiser un petit peu ce que l'on vit, ce que l'on ressent. L'injonction. Exactement. Et que quand on entend, en fait, d'autres histoires, on se dit: «Mais non, en fait, c'est exactement ça que je vis» et mais c'est vrai, en fait, c'est pas OK. C'est pas OK et j'ai le droit, de un de dire que c'est pas OK et de 2 de prendre la décision de sortir de cette situation. Bien sûr. Mais il y a tellement, tellement de personnes qui sont dans cette situation et où on a juste envie, de pouvoir, en fait, être là et entre guillemets les pas les réveiller, mais leur Éveiller montrer, la conscience. voilà, leur montrer qu'il y a d'autres possibilités, en fait. Tout à fait, je ne fais que continuer ce que tu dis, sans oublier, sans négliger l'impact et les répercussions négatives sur la santé. Bien sûr. Parce que ça, voilà, je ne vais pas en développer davantage parce que je suis pas dans la médecine, mais on sait tous davantage à l'époque actuelle, à quel point les répercussions néfastes sur notre quotidien se répercutent Bien sûr. sur notre santé, physique. Mentale, certes, mais physique aussi. Total. Et du coup, pas que sur la nôtre, parce que quand on est maman, il y a encore toute la tribu. Et donc, et la tribu va à l'école et le mari va ailleurs, enfin ailleurs au travail. Et donc on contamine tout cet environnement. C'est un cercle vicieux. Donc c'est même pas que prendre conscience que pour nous, c'est pour tous ceux qui nous entourent aussi, parce que finalement on est responsable de tout ça aussi. Donc, oui. Parfait, exactement. Mais ça aussi, hein, je rebondis, sur ce qu'Antonella vient de dire. On ne nous apprend pas, ou en tout cas, peut-être à certaines personnes, mais je pense que c'est une minorité, à s'écouter. Mmh. Que ce soit s'écouter au niveau, pensée, au niveau, de ce que l'on ressent, de nos envies, de nos besoins, de qui l'on est au fond de nous, mais aussi à écouter notre corps. Et comme tu l'as dit, hem, quand il y a des choses qui vont pas dans notre vie, si on n'arrive pas à les mettre en lumière ou à en prendre conscience, il y a souvent, alors effectivement, on n'est pas médecin, et cetera, mais de par, les histoires, voilà. En tout cas, moi, je l'ai vécu personnellement. C'est notre corps qui, déclenche, le signal d'alarme, qui dit, «Attention, ça va pas» et tant qu'on reste là-dedans, ça fait qu'empirer et
pour l'avoir vécu, le jour où j'ai pris la décision de sortir de la situation qui me pourrissait complètement la vie et la santé, c'était le cas de le dire, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Alors je dis pas que tous les problèmes physiques se sont arrêtés du jour au lendemain parce que je sais que je garde une sensibilité, une faiblesse, mais maintenant je sais que c'est un indicateur. Donc j'ai 2-3 petits trucs et quand ça recommence, je me dis ouf, attention, je suis dans une situation qui va pas. Et là on ouvre grand les yeux, à quel niveau ça se situe, mais il faut que je fasse quelques réglages parce que là mon corps m'indique qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais ça aussi, apprendre à s'écouter, c'est tellement important. J'ai l'impression que pendant tellement d'années où pour certaines personnes toute leur vie, on est endormi en fait. On endort nos sens, on endort entre guillemets notre conscience, etc. Et on ne se rend même pas compte de nos besoins, de nos ressentis et de qui l'on est au fond de nous-mêmes aussi. La vie est une course, comme on dit. Ouais, et j'ai envie de rebondir sur un truc qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est que toute tout ce mal-être est malheureusement, je trouve trop commercialisé. Et je trouve que c'est important de le transmettre aussi. Quand ça va pas, c'est pas une méthode ou cette façon ou qui va changer notre façon de voir les choses. Il faut vraiment comprendre que quand il y a quelque chose qui va pas, c'est se connaître soi, c'est qu'il veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas en nous. C'est pas. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas beaucoup plus. Il y a énormément de marketing par rapport à ça qui est vraiment, qui n'a rien à voir, c'est juste que du marketing. Et je trouve que c'est important de le transmettre aussi et de se dire quand ça va pas, il faut vraiment se poser la question de soi. C'est pas déjà aller voir ailleurs, de changer de boulot, etc. C'est déjà voir à l'intérieur de soi ce qui se passe. Amener les choses à soi, Oui. bien sûr, tout à fait. Tu peux pas conférence si tu veux. Mhm. Ok. Alors je ne sais pas si tu veux encore parler de quelque chose, mais Merci. bah, écoute, c'est nous qui te remercions. C'est lui. C'est nous qui vraiment te remercions d'avoir osé partager ton histoire parce que c'est pas un exercice facile du tout. C'est un cadeau que tu fais. Moi, je le prends vraiment comme ça. C'est un cadeau que tu fais au monde, aux gens et bah toutes les personnes chez qui Ça résonne. ça résonne. Il y aura ce petit écho. Donc un tout grand merci à toi Merci. de nous avoir accueillis ici. Et de toute façon, on se dit à bientôt À bientôt. pour un nouveau épisode. Oui, tout à fait. Merci encore. Merci, merci. C'était très chouette. Avec plaisir. Oui. À bientôt. À bientôt.